Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous souvenez peut-être des sachets de l'apothicaire Arnaud. J'avais évoqué que c'était un sujet récurrent de plaisanterie de la part de Voltaire, qui en faisait le symbole des remèdes de charlatans. Le paradoxe étant que ces sachets, qui étaient en fait à porter autour du cou pour se protéger des crises d'apoplexie, eh bien, ces sachets étaient à la fois donc présentés comme des remèdes de charlatans et en même temps vendus tout à fait légalement par un marchand ayant pignon sur rue, et qu'ils étaient même protégés par un monopole commercial, ce qui permettait à Arnaud d'attaquer et à ses héritiers d'attaquer les contrefaçons. C'est toute la question, au fond, de la vente des remèdes secrets, de cette zone grise entre médecine officielle et charlatanisme que je voudrais explorer aujourd'hui et la semaine prochaine. Alors, cela nous permet de repartir de Tabarin, sur lequel nous nous étions arrêtés la semaine dernière. Oui, vous avez Tabarin, ça vous a plu, alors vous en redemandez, eh bien, en revoilà. Donc, j'avais insisté, vous en souvenez sans doute, sur la dimension théâtrale de Tabarin, de son activité, sur le comique burlesque et facétieux de ses performances de la place Dauphine, qu'il inscrive dans une histoire des spectacles populaires et du théâtre de foire. Au point de m'interroger, chez Tabarin, la vente de remèdes médicamenteux ne serait-elle pas, au fond, un simple prétexte dramatique, un artifice comique ou une façon même de rémunérer les comédiens ? Ou peut-être même visait-elle à se moquer des véritables charlatans et à dévoiler une vérité cachée, tout n'est que charlatanisme. Rappelez-vous du théorème de Tabarin, chacun joue son personnage, tel se pense plus que lui sage, qui est plus charlatan. Alors ce n'est plus Tabarin charlatan, c'est Tabarin philosophe, ou du moins Tabarin auteur comique, la farce des tréteaux, faisant écho au théâtre baroque. On peut penser au théâtre espagnol de Tirso de Molina dans la même période, ou encore à l'illusion comique de Corneille une dizaine d'années plus tard. Alors, cette dimension théâtrale est indéniable, mais elle est peut-être le résultat d'un double effet de filtre. Premier filtre, nous avons essentiellement accès aujourd'hui au spectacle de Tabarin à travers les publications que j'ai évoquées la semaine dernière, c'est-à-dire le recueil général et l'inventaire universel des œuvres de Tabarin, titre dont la grandiloquence est à la fois ironique et en même temps légitimante. Et évidemment, ces éditions, vous voyez bien qu'elles produisent un effet littéraire. Elles inscrivent Tabarin dans l'histoire du théâtre, voire l'histoire des facéties littéraires. Et elles l'éloignent de l'histoire de la médecine populaire, a fortiori lorsque, 2 siècles plus tard, en 1858, sont publiées en 2 volumes des œuvres complètes de Tabarin par Gustave Aventin. Et 1858, donc ce deuxième effet de légitimation de Tabarin comme auteur, la date n'est pas du tout due au hasard. C'est en effet ce second effet de fil qui est celui du Second Empire, le moment où les écrivains se passionnent avec nostalgie pour l'histoire des spectacles de rue et tout particulièrement pour l'histoire des charlatans du XVIIe siècle. C'est alors qu'apparaît le vocabulaire du boniment et du bonimenteur, discours publicitaire qui tient aussi de la performance littéraire et que pratiquent d'ailleurs justement les performeurs devant les théâtres. La définition qu'en donne le Larousse universel du XIXe siècle, du boniment, c'est celle-ci, annonce pompeuse que font les charlatans, les saltimbanques ou banquistes pour engager le public à acheter leur spécifique ou à entrer dans leur théâtre ou baraque. Et ce n'est que dans un deuxième temps que le sens figuré de boniment apparaîtra comme manœuvre pour tromper. Le boniment, au XIXe siècle, fait d'abord référence au spectacle de rue. On retrouve l'ambiguïté dont on parlait la semaine dernière. Ce discours vise-t-il à vendre des remèdes, des spécifiques, ou à vanter le spectacle à venir. Mais
l'essentiel peut-être est ailleurs, l'attention est déplacée de la tromperie vers le spectacle. Comme le résume Agnès Curel dans un article sur lequel je m'appuie ici, un véritable charlatan, avant d'être un imposteur, est d'abord un bon acteur. Ça, c'est ce qu'elle résume, c'est le discours de ces années 1850-60. Et c'est un discours qui prend sa source, j'en avais parlé dans la première séance, dès le début du XIXe siècle, en 1812, avec Jean-Baptiste Gourrier, qui identifie l'histoire des charlatans à celle des spectacles forains, mais le mouvement s'accentue au cours du siècle et vise à donner une légitimité aux bonimenteurs des boulevards en les inscrivant dans une généalogie ancienne des comédiens parisiens. Et celui qui joue un rôle tout à fait important, intéressant dans cette histoire, c'est Victor Fournel, qui est un écrivain de la deuxième moitié du XIXe siècle, à la fois journaliste, historien du Vieux Paris, érudit passionné par l'histoire du théâtre. Dans un livre publié en 1858, intitulé « Ce qu'on voit dans les rues de Paris », il part à la recherche d'un art populaire, et il le trouve dans l'éloquence des charlatans. Voilà le véritable art populaire parisien, et il vante leur boniment mirifique. Et il écrit ceci, je cite, « Le plus curieux sans contredit, le plus varié, le plus intéressant des types populaires, où l'on puisse observer l'empreinte visible de l'art et la trace incontestable de ses inspirations, c'est la race de ces grands comédiens que le vulgaire nomme charlatan. » Deux choses définissent le charlatan, son talent d'acteur et son art rhétorique. Il est donc entièrement du côté de l'art dramatique et de la littérature. L'appeler charlatan, c'est une erreur, c'est le rabattre sur la tromperie, sur la vente de mauvais remèdes, sur la part commerciale de son activité, c'est-à-dire que c'est rater l'essentiel. C'est perdre de vue l'art pour s'arrêter au prosaïque. C'est être, au fond, insensible à la parole populaire, c'est donc être, dit Fournel, vulgaire. Le renversement, vous le voyez, est total, puisque traditionnellement, ceux qui désignaient le charlatan par ce terme, charlatan, c'était justement les savants, les médecins qui l'associaient à la crédulité populaire. Et maintenant, c'est justement vulgaire de ne voir en lui qu'un charlatan. La revalorisation esthétique de la parole et de l'art populaire se traduit par une disqualification de la critique savante traditionnelle. En 1863, dans son tableau du Vieux Paris, sous-titré « Les spectacles populaires et les artistes de rue », Fournel explicite le reproche adressé aux médecins. Ce sont eux qui auraient donné un sens négatif au mot charlatan parce qu'ils étaient jaloux du succès des empiriques qui étaient tout aussi compétents pour soigner, mais qui, en plus, avaient la capacité d'amuser leur public, de lui faire oublier ses malheurs. Il n'hésite pas à écrire ceci, « S'il tuait quelquefois le client, c'est tout du moins en le faisant rire. » Et la foule les préférait de beaucoup à leurs solennels et lugubres confrères. Alors, bien sûr, cette réhabilitation, vous l'avez compris, s'inscrit dans un contexte historique et culturel particulier, ce mythe mélancolique du vieux Paris disparu, cette ville effacée par la modernité haussmannienne. Le vieux Paris n'est plus, écrit Baudelaire exactement au même moment dans Le Cygne qui date de 1861. Le désir de sauver quelque chose de ce vieux Paris, c'est le moment où l'expression se diffuse, eh bien, ce désir ne va cesser de se déployer dans le dernier tiers du XIXe siècle, aboutissant à la création de la Commission du Vieux Paris en 1897 et à la reconstitution d'un vieux Paris factice pour l'exposition universelle de 1900. Alors, dans ce contexte, la nostalgie pour les charlatans d'autrefois, figure d'un Paris populaire et disparu, grandit. La transformation de ce personnage en comédien est si bien réussie que les médecins eux-mêmes finissent par s'y rallier. En tout cas, certains d'entre eux. Et Agnès Curel évoque le cas du docteur Victor Guillemet qui donne en 1891 devant la Société académique de Nantes une conférence sur le charlatan à travers les âges. Étonnamment, il ne s'intéresse guère aux vendeurs d'élixirs, mais
je cite, aux charlatans de la foire, costumés, bariolés, grimés, fin de la citation, dont quelques-uns, dit-il, furent de véritables artistes et qui laissèrent derrière eux, je cite, plus de rire que de larmes. Alors, vu le sujet, le charlatan à travers les âges, bien, je suis allé lire cette conférence, parce qu'un médecin qui fait l'apologie des charlatans, c'est pas si banal, et c'est facile, on la trouve sur Gallica, donc pour tout le monde, vous savez que c'est une ressource absolument essentielle et inépuisable, c'est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Et sans surprise, j'ai découvert que le héros de Guillemet, de ce docteur Guillemet, le charlatan comédien par excellence, grand artiste, celui qu'il nomme le roi des charlatans, eh bien, évidemment, c'est Tabarin. Alors, bon, pour tout dire, l'information historique de Guillemet laisse à désirer. Il ignore le véritable nom de Tabarin, il croit qu'il est italien, qualifie Mondor de pitre, ce qui me semble un peu cavalier, mais enfin bon, et il croit savoir que Tabarin a marié sa fille à Gauthier Garguille, l'acteur vedette de l'Hôtel de Bourgogne. J'ai oublié de vous montrer cette conférence. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'a pas de mots assez forts pour vanter les mérites de Tabarin. Celui-ci, dit-il, avait le génie des tréteaux, faisait rire le public des pieds à la tête, et il aimait surtout, son métier de comédien, pas son métier de vendeur de remèdes. Et dans une sorte presque de parodie involontaire du boniment des charlatans, Guillemet s'enflamme. N'est-ce pas là, mesdames et messieurs, un véritable artiste que cet homme qui ne voit rien en dessus et en dehors de son art. Et à ce point, Guillemet en vient presque, dit-il, à oublier que Tabarin était un peu charlatan, qu'il amusait les spectateurs avec des joyeusetés désopilantes et leur vendait le baume souverain contre la migraine. Non, Tabarin, à ses yeux, dit-il, est un vrai philosophe. Alors, cette gloire de Tabarin, à la fois histrion désopilant et philosophe des rues, allait s'inscrire dans la mémoire parisienne, dans la mémoire notamment des spectacles parisiens, des cabarets, des boulevards. J'en avais parlé avec une d'entre vous la semaine dernière, à peine quelques années plus tard, avec l'inauguration en 1903 du bal Tabarin, qui fut l'un des plus célèbres lieux de divertissement de Paris dans la première moitié du XXe siècle, qui était situé rue Victor Massé, qui a été longtemps le grand rival du Moulin Rouge, et qui a fermé en 1953, qui a été détruit en 1966. Et vous voyez ici une carte postale du début du siècle, juste après l'ouverture, et qui représentait une fête de nuit au bal Tabarin. Bon, alors tout ça, c'est bien gentil quand même, cette histoire de Tabarin en comédien, en philosophe, en précurseur de la nuit parisienne. Bon. Mais enfin, on en a parlé un peu, Tabarin était quand même aussi un vendeur de remèdes et de médicaments. Souvenez-vous, c'est exactement la raison pour laquelle Courval l'attaque en 1619, et c'est sur ce point que Tabarin lui répond. J'en avais donné quelques exemples la semaine dernière, mais il y en a un que j'avais gardé sous le coude, peut-être le plus important. Et oui, je divulgue au compte-gouttes mes révélations, je feuilletonne. Et oui, tout le monde croit que j'ai été formé par Daniel Roche, mais en réalité, pas du tout, c'est par Edoui Plenel. Bon, alors, en 1637, du coup je finis par me perdre dans mes dates, en 1637, donc quelques années, 10 ans après la mort de Tabarin, un grammairien alsacien, célèbre à l'époque, Daniel Martin, publie un gros volume de 800 pages, constitué de dialogues bilingues, franco-allemands, portant sur différentes professions, intitulé « Le Parlement nouveau ». Et on y trouve un intéressant échange sur les charlatans. J'ai mis toute la citation parce qu'elle est un peu longue, mais bon, on la lit. « Me pourriez-vous bien apprendre la raison pour laquelle on appelle charlatan tout triacleur, distillateur, arracheur de dents, vendeur de poudre de serpents, d'onguents et de baumes par les places des villes, sur une table, un banc ou un échafaud. Oui, da, monsieur, ce mot charlatan est à dire proprement un homme qui, par belles paroles, vend une mauvaise marchandise. C'est une jolie définition, ça.
par belle parole vend une mauvaise marchandise. On va la garder, cette définition. Un enjôleur, un babillard de droguistes comme l'était à Paris en l'an 1523, un nommé Tabarin et un Italien nommé Mondor. Alors vous voyez l'orthographe de... Bon, j'ai modernisé évidemment l'orthographe parce que pour rendre la lecture plus facile, enfin je vous ai quand même laissé cette orthographe curieuse de Mondor, qui, ayant fait dresser un échafaud en l'île du Palais, amassait la populace par leur musique de violon et farce qu'ils jouaient, après quoi ils se mettaient sur la louange de leur drogue et en disaient tant de bien que le sot et badaud peuple, croyant qu'elle guérissait de tout maux et de plusieurs autres, il y avait presse à qui jetterait le plus tôt son argent noué dans le coin d'un mouchoir ou dans un gant, sur l'échafaud, pour avoir une petite boîte d'onguent, enveloppée dans un billet imprimé, contenant l'usage dit celui et la façon de s'en servir. Alors, vous voyez, c'est un texte qui est très intéressant, y compris sur la matérialité de la transaction. Jette l'argent sur la table, on reçoit une petite boîte, donc l'onguent est dans une petite boîte. Il y a un billet qui est à la fois un billet publicitaire, on va en voir un exemple tout à l'heure, et un mode d'emploi. Donc tout ça, mais surtout, c'est un texte qui ne laisse aucun doute sur, en tout cas pour les contemporains, sur le fait que le spectacle était bien avant tout une opération publicitaire visant à attirer les chalands pour leur vendre des remèdes. Et c'est ce fil que je vais suivre maintenant, donc en replaçant Tabarin dans une autre lignée, non pas celle du comédien de rue, mais celle du vendeur de remèdes, même si évidemment vous avez bien compris que le thème c'est que les deux sont entremêlés. Car dans la figure du médecin charlatan, au fond, on trouve dès le Moyen-Âge deux grands modèles. D'une part, on en avait parlé, l'empirique, que nous avons rencontré, qui entre en compétition directe avec le médecin ou le chirurgien, qui souvent est installé, prétend soigner, établir des diagnostics, qui peut gagner la confiance des grands. Nous l'avons vu avec le cas de Jean de Granville, par exemple, médecin du comte Amédée VII de Savoie. Et puis de l'autre, il y a les médecins, les vendeurs ambulants, on pourrait presque dire au fond des colporteurs, qui proposent des remèdes, des baumes, des spécifiques, et tout particulièrement le médicament qui est alors considéré comme quasi universel, qui est la thériaque, ce qui leur vaut le nom de thériaqueur ou triacleur. Alors ce sont des termes que nous avons déjà croisés, peut-être vous vous souvenez que lors de la deuxième séance qu'on avait commenté le dictionnaire de l'Académie, on avait vu que les charlatans étaient définis avant tout comme des vendeurs de drogue de thériaque. Et un siècle plus tôt, en 1610, Sonnet de Courval, dans sa satire contre les charlatans, rapprochait cette figure alors toute nouvelle du charlatan, 1610, de celle, mieux connue et plus traditionnelle, du thériaqueur. Alors, je vous le rappelle, la thériaque est une composition qui est connue depuis l'Antiquité, qui a été inventée, dit-on, par un médecin de Néron, qui était nommé Andromachos, et elle était utilisée comme un antipoison presque universel. Son nom vient de thériakos en grec, qui signifie relatif aux bêtes sauvages, car elle était utilisée au départ principalement contre les morsures venimeuses, et notamment les morsures de serpents, mais aussi de scorpions, de chiens enragés. Et en fait, la thériaque était très largement utilisée à la fin de l'Antiquité et à nouveau au Moyen-Âge comme une sorte d'antidote universel, donc contre toutes les formes d'empoisonnement, mais aussi contre les maladies infectieuses. Comme le rappellent Véronique Boudon et Françoise Michaud, une recette a été transmise par Galien, qui est la recette vénérable de la thériaque, qui contient 70 ingrédients. Les deux plus importants, ceux qui sont absolument nécessaires, le reste c'est des herbes qu'on peut éventuellement remplacer. Mais les deux éléments essentiels de la thériaque, c'est la chair de vipère bouillie, puisque justement pour lutter contre les serpents, donc le remède est dans le mal, la chair de serpent d'une part et l'opium de l'autre. Sur un plan technique, la thériaque, c'est ce qu'on appelle un électuaire, c'est-à-dire une composition qui est molle, avec une texture un peu comme le miel, peut-être un peu plus épaisse.
et que généralement on dilue dans du vin pour la consommer. Au Moyen Âge et à la Renaissance, la thériaque, c'est à la fois donc un remède quasi officiel préparé par les apothicaires et un produit vendu par les colporteurs. Si bien qu'il existait en réalité, donc on avait la recette classique de Galien, transmise par les pharmacopées, mais il existait toute une série de recettes différentes dont la composition était tenue secrète, certaines inoffensives, d'autres potentiellement dangereuses. Et d'ailleurs, les médecins du XVIe siècle ne cessent de se plaindre que la thériaque a perdu une grande partie de son efficacité, car la recette a dégénéré, et que par ailleurs, il n'est plus possible de se procurer tous les ingrédients, comme au temps de Galien, lorsque le commerce de l'Empire romain amenait dans la capitale tous les produits les plus rares. D'où le statut ambigu de la thériaque aux yeux de la médecine savante. Elle restait un produit hautement légitime en théorie, notamment en raison de son origine, son ascendance galénique, mais elle était aussi le symbole des mauvais remèdes, frelatés, falsifiés, où les ingrédients avaient été remplacés par appât du gain. Et les médecins utilisaient pour cela un terme, ils parlaient de thériaque sophistiquée. Sophistiqué, évidemment, ça ne veut pas dire ici améliorer, tout au contraire. Il faut bien penser que le sens actuel du mot, celui dont nous sommes familiers, du mot sophistiqué, pour dire distingué, raffiné, c'est un américanisme. Sophisticated. C'est un américanisme qui date tout au plus du XXe siècle. Et auparavant, de la fin du Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle, sophistiqué, ça veut dire frelaté, falsifié, trafiqué. C'est normal, c'est le participe passé du verbe sophistiqué, dont le premier sens est lié, tiens donc, à la sophistique. Il signifie tromper, abuser par des arguments et des raisonnements, comme les sophistes. Et dans un sens second, altérer, falsifier, corrompre. Donc la thériaque sophistiquée, c'est une thériaque corrompue par les pratiques des triacleurs, comme la sophistique est une rhétorique corrompue par l'éloquence des sophistes. Alors, vous voyez bien que cette étymologie et cette utilisation de l'expression thériaque sophistiquée, elle est tout à fait passionnante pour ce qui nous concerne, puisqu'elle fait le lien entre, d'une part, la dimension la plus matérielle du charlatanisme, la fabrication des remèdes et des ingrédients qui entrent dans la recette, et d'autre part, la tromperie par la rhétorique, par le langage, qui renvoie au boniment des vendeurs, colporteurs et triacleurs. Or, ce lien, cette association entre des mélanges matériels et la séduction rhétorique, eh bien, on l'a trouvé déjà chez Platon, et nous revoilà pour un instant seulement en Grèce, non pas directement d'ailleurs concernant la médecine, même si c'est aussi le cas parfois chez Platon, mais là, tout particulièrement concernant la peinture et la proximité entre sophistique et peinture, celle-ci étant accusée de la peinture de tromper par le mélange des couleurs. Dans les deux cas, la tromperie passe par le mélange des matières et des arguments, donc le trucage, le brouillage. Et les médecins donc élargissent cette critique aux remèdes. Or, la thériaque a encore une autre proximité avec la rhétorique. Comme la parole, qui peut être bénéfique ou néfaste, qui peut convaincre ou séduire, éclairer ou tromper, le remède est un pharmacone, à la fois poison et remède, puisque son principal ingrédient, je le disais à l'instant, est justement la chair de vipère. Le médecin et herboriste italien Pietandrea Mattioli, connu en France sous le nom de Pierre-André Mattiol, réputé pour ses écrits, notamment pour ses écrits médicaux et notamment pour ses écrits sur les poisons et venins, développe tout particulièrement cette analogie entre poison et discours persuasif. Et comme l'a montré Ariane Bale, cette analogie n'est pas seulement métaphorique, parce qu'elle recouvre à la fois l'ambivalence des mots et des substances, capables de soigner comme de tromper, mais qu'elle recouvre aussi la possibilité de trafiquer, de falsifier, de sophistiquer les paroles comme les remèdes. Le thériaqueur ou triacleur
vendeur de thériaque donc, était la figure même de ce qu'on appellera plus tard le charlatan, celui qui vend un remède secret dont il ne révèle pas la composition, un remède qui peut soigner, mais qui peut aussi tuer, et dont on vante les bienfaits avec des propos séduisants et trompeurs. Cette figure du triacleur est très présente au XVIe siècle. Rabelais évoque le ruse, soubresaut et beau parler. Le terme, en réalité, est plus ancien, on le voit apparaître très, très nettement dans les 2 derniers siècles du Moyen-Âge, notamment dans des contrats d'apprentissage, par exemple celui par lequel le breton Jean Partout s'engage à servir Jean Marescot pour qu'il lui apprenne le métier de triacleur en foire ou en marché. Et nous disposons aussi de sources littéraires et iconographiques, mais celles-ci concernent, d'abord, elles concernent essentiellement les XVIe et XVIIe siècles, et surtout, elles sont en particulier les sources iconographiques extrêmement ambiguës, parce que très souvent, en fait, elles ne sont pas accompagnées de commentaires, et il est presque impossible, justement, et on retrouve toujours cette même difficulté, de faire la part entre des dispositifs théâtraux et le métier des triacleurs, ceux que l'on commence aussi à appeler d'ailleurs en français, à partir surtout du XVIIe siècle, les opérateurs, et en anglais, mountebank. Vous voyez par exemple une image célèbre que commente le grand historien néerlandais du théâtre médiéval, Jelle Koopmans. C'est une des rares représentations connues du théâtre médiéval. Elle est parfois présentée comme une image de la foire parisienne. Or, Jelle Koopmans montre qu'il s'agit d'une enluminure, enfin, ça on le savait, d'une enluminure issue d'un livre de chansons réalisé pour un marchand de Bruges, daté du milieu du XVIe siècle, et donc non pas médiéval, et elle décrit une scène flamande, non parisienne, et surtout, d'après Koopmans, elle montre plus probablement un charlatan, donc si, c'est un peu loin, mais on reconnaît donc véritablement le rôle du charlatan. Je commenterai plus loin d'autres plus représentatifs, mais en tout cas, pour lui, il y a plus de chances que ce soit justement un véritable charlatan en train de vendre ses remèdes et d'analyser de l'urine, plutôt qu'une pièce de théâtre. En tout cas, elle montre, sinon, du moins que probablement il est difficile, voire incertain, de pouvoir faire la part sur ces représentations iconographiques du XVIe siècle entre les deux activités. Alors, il y a eu un certain nombre de travaux, justement, surtout sur le XVIe, XVIIe siècle, pas mal de travaux sur les représentations des triacleurs, des opérateurs, des mountebanks. Et ce qui ressort, c'est en tout cas l'existence d'une véritable demande populaire pour les remèdes, les drogues, les onguents, les cosmétiques, mais aussi toute une série de petites activités chirurgicales que produisaient ces personnages, et notamment l'arrachage de dents. Le triacleur ou l'opérateur par excellence, si vous voulez, un portrait robot, c'est quelqu'un qui va de ville en ville, parfois seul, mais généralement accompagné, soit par sa famille, soit par une petite troupe, choisissant les moments de foire, de fête. Il s'installe avec ses tréteaux, il vend les produits auxquels il a en général donné un nom spécifique, qui sont conservés et présentés dans des petites boîtes. Souvent, il pratique la dentisterie, avec toute une série de petits trucs, celui consistant à arracher une fausse dent à un complice, qui est évidemment une dent qui avait été arrachée à l'avance, et donc on fait semblant de l'arracher, il dit qu'il a pas mal. Bon, on n'est pas obligé de le croire, c'est pas pour rien qu'on dit menteur comme un arracheur de dents. Enfin bon, il distribue des prospectus publicitaires, il attire le public avec ses boniments, des tours, des farces, parfois des cabrioles, souvent de la musique. Il a parfois des animaux, notamment les singes. Les singes sont vraiment très fortement associés aux opérateurs et aux charlatans dans l'iconographie. Vous voyez par exemple dans cette gravure d'après le peintre Marcellus Laroon qui représente un charlatan néerlandais, Hans Bulling, actif à Londres au milieu du XVIIe siècle. Vous voyez, il est habillé... Alors, comme c'est en noir et blanc, on a des versions en couleur aussi qui sont moins bien, mais en tout cas, il est assez richement habillé avec
un large collier, et surtout, je vais utiliser le pointeur, parce que maintenant que je sais le faire marcher, puis c'est visiblement pas une compétence universellement partagée. Alors, on a ici, donc vous voyez, le coffret, avec les boîtes de remèdes, donc le petit singe ici qui est avec lui, et puis derrière son assistant déguisé en arlequin qui surgit, et puis il a à la main une fiole, et puis un texte qui peut être soit le prospectus, soit une pseudo-ordonnance. Et puis en dessous, ce sont des vers satiriques qui se moquent donc de ce Hans Bölling. Et cette image, effectivement, on va la retrouver après, y compris dans les cris de Londres. Ce que je viens de vous décrire comme portrait robot de l'opérateur, du mountebank, du charlatan, eh bien, les différents éléments varient. On les retrouve en Italie, en Angleterre, en France, en Allemagne. Parmi mes exemples préférés, il y a un chirurgien français, Charles Bernovin, qui pousse très loin le caractère spectaculaire de son attraction publicitaire. Bernovin se présentait comme opérateur du duc de Lorraine. Il officia dans tout le Saint-Empire dans les années 1660-1670. Il s'était spécialisé dans l'opération de la pierre, c'est-à-dire donc les calculs, et surtout de la cataracte. Donc il vendait ses remèdes dans différentes villes, dans différentes foires, et sa spécialité, qui s'appelait Latavant, ce qui lui avait valu le surnom de seigneur de Latavant, par lesquels il aimait se présenter, mais il avait un autre surnom plus amusant, qu'il était aussi le chirurgien volant. Pourquoi le chirurgien volant ? Parce qu'il avait mis au point un spectacle d'acrobates dans lequel il marchait entre les immeubles sur des cordes qui étaient tirées, puis il s'envolait grâce à des fusées de feux d'artifice qui étaient dans ses bottes. Jusqu'au triste jour, 1676, où il s'écrasa au sol dans la ville de Ratisbonne. Et ça vous fait rire, hein, mais moi aussi, je veux bien le reconnaître. Et donc, triste fin du chirurgien volant qui, comme vous le voyez ici, fut rapporté dans les occasionnels et les journaux allemands. Et vous voyez ici les cordes sur lesquelles étaient tirées. Et je ne me lasse pas de ce pointeur. On voit ici justement Bernovin. Avec l'arrivée des Italiens en France, le produit phare désormais largement associé aux charlatans fut l'orvietan. L'expression, alors vous avez sans doute rencontré l'expression vendeur d'orvietan, marchand d'orvietan, qui va devenir très durablement, XVIIe et XVIIIe siècle, un synonyme de charlatan, un marchand d'orvietan. On la rencontre dans la littérature, mais souvent, à vrai dire, on ne sait pas très bien ce que c'est que l'orvietan. Au fond, on peut dire que c'est une variante de la thériaque qui associe elle aussi de nombreux ingrédients selon des recettes tenues secrètes. C'est un électuaire et même comme la thériaque un opiat puisqu'il contient en théorie de l'opium. Et son nom, ça vous l'avez compris, il vient de la ville d'Orvieto. Et d'ailleurs aujourd'hui, si vous allez à Orvieto, vous pourrez y boire un orvietano qui n'est pas le remède d'autrefois mais un apéritif créé dans le mélange de nostalgie historique et de supercherie touristique. Bref, la saga de l'orvietan débute dans les premières années même du XVIIe siècle, lorsque s'installe à Paris Hieronimo Ferranti. Alors vous vous souvenez de lui sans le savoir, puisque nous l'avons croisé la semaine dernière, parce que Sonnet de Courval l'évoquait dans sa satire contre les charlatans. À l'époque, donc au tout début des années 1600, puisqu'il dit que c'était 10 ans avant la publication du livre, donc on est vers 1600-1601, Ferranti était installé dans la cour du palais avec sa troupe, il vendait baumes et remèdes, et quelques années plus tard, sans doute après des allers-retours entre la France et l'Italie, on le retrouve sur le Pont-Neuf, où il vend un contrepoison qui est aussi une panacée, un remède contre toutes les maladies, donc l'orvietano. Alors, on ne connaît pas exactement la date de la mort de Ferranti, mais il laisse une veuve, qui est une Italienne aussi, Clarisse, et qui donc a hérité de sa recette. Alors, elle se marie d'abord avec un autre charlatan, un Français cette fois, qui se fait passer pour Italien, enfin, toujours compliqué, hein. Puis, avec cette fois un véritable Italien, Christophe Contugi, qui va à son tour exercer
sur le Pont-Neuf. Alors lui, il va pendant une trentaine d'années, et il va donner naissance à une véritable dynastie de vendeurs d'Orvietan, et lui-même, d'ailleurs, il gagne le surnom de l'Orvietano. L'Orvietano, c'est lui, c'est Contugi. En 1646, lui et sa femme, Clarisse Vitraria, reçoivent des lettres de naturalité qui les désignent donc comme Christophe Contugi, dit l'Orvietan, et Clarisse Vitraria, sa femme, romain de naissance. Puis, et c'est plus important encore, l'année suivante, ils obtiennent des lettres patentes du roi de France, qui leur accorde le droit de vendre, enfin qui accorde à Contugi le droit de vendre son antidote et interdit aux concurrents d'utiliser le titre, le nom d'Orvietan. On lui accorde même le titre d'opérateur ordinaire de Sa Majesté, même si, en revanche, et malgré tous ses efforts, y compris ses efforts pécuniaires, il n'obtient pas la reconnaissance de son remède par les médecins de la faculté. En fait, il n'en a pas acheté assez. Il y a tout eu un scandale à l'époque, il avait versé des pots de vin, donc un certain nombre de... Bon, ça n'aboutit pas, mais ça ne l'empêche pas de continuer à vendre son Orvietan et de gagner des procès devant le Parlement contre des concurrents. Et, par exemple, en 1656, il y a un arrêt du Conseil privé du roi qui réitère l'interdiction faite à toute autre personne, de vendre un remède sous le nom d'Orvietan. Et vous voyez ici... Bon, c'est pareil, il faut pouvoir lire de loin, mais donc c'est le prospectus, alors c'est à la fois le prospectus de l'Orvietan, Christophe Contugi dit l'Orvietan de Rome, c'est ici, extrait du privilège du roi, c'est au-dessus, donc on a vraiment là le privilège du roi, il y a un extrait, donc il dit bien que le roi de France, et c'est vrai, parce que souvent on croit que c'est faux, que c'est pour trouver, il a bien un privilège, c'est une autorisation officielle. Et puis là, vous voyez sur les bords, alors on ne va pas lire tout le prospectus, qui est là aussi, qui servait sans doute en fait à envelopper les boîtes, parce que c'est aussi un mode d'emploi. Puis alors, vous voyez sur les côtés, on a toutes les bêtes venimeuses contre lesquelles l'Orvietan protège, donc des serpents, etc. Donc il y a à peu près tout ce qui peut vous protéger. Et puis tout en haut, vous voyez en haut au centre, ce soleil, eh bien c'était la marque, au signe du soleil. C'était la marque et la devise de Contugi, qui est aussi une manière, vous voyez, de faire une marque, pour de labelliser son produit, pour le différencier justement des autres remèdes, y compris des autres Orvietans, parce que malgré l'interdiction et malgré le privilège, eh bien, il y a eu toute une série de tentatives de concurrence. Alors, si nous savons beaucoup de choses aujourd'hui sur Contugi et son Orvietan, c'est grâce au travail érudit d'un médecin normand de la fin du XIXe siècle, Claude-Stéphane Le Paulmier, dont le travail, c'est intéressant à noter, est parfaitement contemporain de l'article du docteur Guillemet que j'évoquais tout à l'heure. L'article, vous savez, sur les charlatans, la conférence sur les charlatans à travers les âges. Paulmier est ému, lui aussi, par une certaine fascination pour les charlatans du Pont-Neuf, mais d'une part, il prenait très au sérieux la dimension que l'on pourrait appeler pharmaceutique de leur commerce, et d'autre part, il entreprit de véritables recherches historiques, aussi bien en histoire locale, puisqu'il ambitionnait d'écrire une histoire de Bayeux, qu'il n'a jamais achevée, et en histoire de la médecine. Il a notamment écrit et trouvé des archives et écrit sur Ambroise Paré, ainsi que sur son propre ancêtre, Julien Le Paulmier, qui était le médecin d'Henri III, et qui, entre autres faits d'armes, a écrit le premier traité sur les propriétés médicinales du cidre. Donc, n'allez pas dire que c'est un charlatan. Donc, et on lui doit aussi à Le Paulmier, le médecin érudit, pas le médecin d'Henri III, eh bien on lui doit aussi la découverte de documents d'archives sur Antoine et Philippe Girard, c'est-à-dire Mondor et Tabarin. Et donc il est, enfin, l'auteur d'une monographie très documentée, très sourcée, consacrée à Contugi et à son Orvietan, publiée en 1893. Le Paulmier est mort en 1902. Ses papiers de recherche sont aujourd'hui aux archives du Calvados, si ça tente quelqu'un. Et en tout cas, je voulais rapidement rendre hommage à cette figure de médecin érudit de la fin du XIXe siècle, parce que c'est tout un moment où, évidemment, la science historique a aussi progressé par ces figures aujourd'hui méconnues.
Alors je reviens à Contugi lui-même, et vous allez voir que nous n'avons pas fini avec la dimension théâtrale, j'essaye de distinguer un peu, mais en fait les deux sont liés, car Contugi est lui aussi à la tête d'une troupe de comédiens qui joue sur le Pont-Neuf. Vous voyez cette gravure, qui est conservée aujourd'hui au musée Carnavalet, dont la date exacte est inconnue, qui représente, c'est le titre, le théâtre et boutique de l'Orvietan, et qui montre bien ici encore le mélange du spectacle et du commerce. Vous voyez ici Contugi, près de son coffre, prêt déjà à vendre ses boîtes d'Orvietan. Il y a écrit Orvietan sur le coffret, enfin c'est écrit sur la gravure. On voit toutes les boîtes. Et puis, au milieu, vous voyez des personnages de la Commedia dell'arte, Polichinelle à gauche, Brigantin au centre, l'aveugle. Vous voyez le public qui admire. Et puis, sur les deux côtés, il y a des inscriptions. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce sont des affiches. Non, je vais encore me faire engueuler par Laurent Cuvelier, qui est spécialiste des affiches et qui surveille quand je suis imprécis. Et en tout cas, les Écritures disent ceci. Donc le texte à gauche, ici, c'est véritablement une réclame. Ceux qui vont le voir se réjouissent, leur portant de l'argent, leur bail de son Orvietan, puis s'en retournent fort contents. En tout cas, vous voyez que c'est vraiment au centre, c'est l'échange marchand, s'en retournent fort contents. Et puis, ici, pour ceux qui arrivent à lire, mesdames et messieurs, l'Orvietan est bon contre toutes sortes de venins, contre les morsures d'animaux venimeux et de chiens enragés, contre la peste, contre les vers qui nous mangent, contre la petite vérole et autres maux. Donc, là, on a une sorte de petit résumé du boniment et de la réclame de Contugi. Alors, on raconte, donc vous voyez, mélange de médecine et de pharmacie et de théâtre, et on raconte que Molière allait voir sur le Pont-Neuf Contugi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans L'Amour médecin, que Molière crée et fait jouer à Versailles en 1665, puis qui est immédiatement repris au Palais Royal 2 semaines plus tard, et qui va être énormément joué, c'est une de ces comédies mêlées qui a le plus de succès du temps de la vie de Molière. Eh bien, dans L'Amour médecin, il est fait plus qu'allusion à l'Orvietan. Alors peut-être que vous vous rappelez de l'histoire de L'Amour médecin, c'est Sganarelle a fait venir 4 médecins chez lui pour soigner sa fille qui est faussement malade et secrètement et réellement amoureuse. Donc c'est un stratagème pour faire venir son amoureux. 4 malades, c'est inutile, remarque la servante, puisque un seul suffit bien pour tuer quelqu'un. Et de fait, les 4 médecins, qui sont totalement incompétents et pédants, se disputent vainement. Et le cœur de la pièce, donc c'est une satire du corps médical, qui a eu d'autant plus de succès que les contemporains pensaient reconnaître certains grands médecins parisiens derrière ces 4 médecins dont Molière proposait la satire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Sganarelle est vite agacé par l'incompétence et le pédantisme de ces médecins, et donc qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il a recours à un opérateur qui lui propose quoi ? Qui lui propose de l'Orvietan, et qui chante, puisque c'est une comédie coupée de petits intermèdes musicaux, et qui chante du coup un air pour vanter les mérites de l'Orvietan. Je vais vous chanter immédiatement. Il y a au moins une personne dans la salle qui est terriblement effrayée. Non, je ne vais pas faire ça. Voilà, je vous le lis. Mon remède guérit par sa rare excellence, plus de maux qu'on en peut dénombrer dans tout un an. La gale, la rogne, la teigne, la fièvre, la peste, vérole, descente, rougeole, ô grande puissance de l'Orvietan. Voilà. Sur la musique de Lully, c'est mieux. Alors, le boniment de l'opérateur est ainsi intégré au divertissement théâtral. Il devient aussi une publicité ambiguë pour l'Orvietan, une sorte de placement de produit assez efficace, d'autant que le ridicule porte bien davantage sur les médecins officiels que sur l'opérateur lui-même.
Avec l'Orvietan, il n'y a aucun doute, la vente du remède était bien une activité à part entière et même l'activité principale. Et vraisemblablement, une affaire très rentable aussi, puisqu'à plusieurs reprises, Kontuji eut des procès contre des concurrents. J'y ai fait allusion tout à l'heure. Et à sa mort en 1681, ses enfants et petits-enfants héritent de son secret et continuent à vendre l'Orvietan. C'est une sorte de success story. Bon, vous voyez que la vogue des produits italiens est bien antérieure aux pizzerias de quartier et au succès de Big Mama. Donc, c'est vraiment sur sur plusieurs générations, sur 4 générations. Et en 1741, donc on est un siècle après l'arrivée de Kontuji au Pont-Neuf, eh bien, ce sont les filles, les héritières de la famille Kontuji qui cèdent leur monopole de l'Orvietan contre une rente à un médecin, Charles Dionys, qui est lui-même le petit-fils d'un grand médecin parisien, Pierre Dionys, qui était le médecin de Marie-Thérèse d'Autriche, professeur d'anatomie au Jardin du Roi. Son petit-fils, qui est lui-même docteur en médecine, donc Charles Dionys, auteur de plusieurs traités, récupère le commerce de l'Orvietan, paye une rente au Kontuji et réussit à se faire nommer aussi inspecteur du commerce de l'Orvietan. Alors, ne croyez pas d'ailleurs que ce succès de l'Orvietan soit une histoire strictement parisienne. En fait, c'est une affaire européenne. On trouve de l'Orvietan du Vatican jusqu'en Prusse. En Italie, le pape accorde lui aussi des licences et des monopoles pour vendre l'Orvietan. D'abord à Hieronimo Ferranti lui-même au début du XVIIe siècle, puis à d'autres familles. Et ce système de licences se retrouve dans toute une partie de l'Italie, au Piémont, à Venise, à Mantoue, à Vérone, ou encore à Sienne, et il dure pendant 2 siècles, comme l'a montré David Gentilcore, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. La réputation de l'Orvietan dépasse d'ailleurs largement le cadre des succès commerciaux de ces vendeurs ambulants. À Berlin, en 1700, dans un spectacle de société, l'épouse du duc de Brandebourg, Sophie Charlotte, jouait la vendeuse d'Orvietan et le duc jouait l'acheteur. Tout au long du XVIIIe siècle, ce thème du marchand d'Orvietan a été repris par des artistes car il permettait des scènes de genre amusantes et pittoresques. Par exemple, ce marchand de campagne, dans une gravure de Louis-Marin Bonnet, d'après un tableau de Jean-Philippe Carême. Et donc, vous voyez, bon, je ne commente pas longtemps parce qu'il est petit, mais vous voyez les villageois ici regroupés qui suivent avec intérêt le discours du charlatan, qui a son habit caractéristique à connotation orientale, la cape, le bonnet. Son assistante, qui est là, qui est peut-être sa femme, sans doute sa femme, et elle distribue les flacons, ils sont dans un coffre au pied du charlatan. Vous voyez que lui-même est monté vraiment sur une toute petite estrade de fortune, et au pied ici, on a les instruments de musique qui servaient sans doute à attirer la population. Par ailleurs, et d'ailleurs cette figure du marchand d'Orvietan elle devient tellement à la mode qu'on le retrouve un peu partout en France comme en Angleterre dans le genre des cris, les cris de Paris, les cris de Londres, ces représentations des petits métiers urbains. Par exemple, sur cette gravure de 1769 des cris de Paris, vous avez le marchand d'Orvietan. Par ailleurs, et c'est un point important, bien sûr, l'Orvietan, chacun a son secret, a sa recette secrète de l'Orvietan, mais on retrouve aussi l'Orvietan dans de nombreuses pharmacopées européennes des XVIIe et XVIIIe siècles, avec des recettes toujours différentes. Patrizia Catellani et Renzo Console ont comparé 35 recettes différentes publiées dans des pharmacopées et ont montré que la grande majorité des ingrédients varient selon les préparations. Autrement dit, l'Orvietan était devenu un nom générique, une sorte d'antidote dont chacun vendait des variantes qui pouvaient se décliner selon un système de marques.
Et le succès ne faiblit pas au XVIIIe siècle, j'y reviendrai la semaine prochaine, car les détails sont extrêmement complexes, il y a un mélange d'autorisation, de brevets, de contrôle, de rivalité entre différentes institutions, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on raconte habituellement, donc j'y reviendrai plus en détail, mais aujourd'hui je voudrais me contenter de noter l'ambiguïté du système, donc que je déploierai plus tard, puisque l'Orvietan est de plus en plus, au XVIIIe siècle, le symbole des charlatans, le marchand d'Orvietan, c'est le charlatan, et en même temps, on le retrouve dans les pharmacopées officielles, tandis que les empiriques qui le vendent, qui ne sont pas apothicaires, encore moins médecins, eh bien, obtiennent des privilèges, c'est-à-dire des autorisations officielles pour en faire commerce. Et on voit ici que le fonctionnement officiel, tel qu'on le trouve dans les législations, fondées sur le monopole des corporations et le contrôle de la faculté de médecine, était en réalité totalement faussé. D'autant qu'à partir de la fin du XVIIe siècle, se multiplient aussi les remèdes avec l'arrivée des produits exotiques, ce qu'on appelle, à proprement parler, à l'époque, les drogues, et notamment l'opium. Alors, notamment pour Emma Sparry, qui a beaucoup travaillé récemment sur cette question de la consommation de drogue en France sous le règne de Louis XIV et notamment de l'opium, cette arrivée de nouvelles drogues exotiques sur le marché européen entraîna une transformation de ce qu'elle appelle le régime pharmacologique. Et par là, elle veut dire pas simplement la composition des pharmacopées, mais le fait que l'évaluation des effets de ces drogues était liée à une réflexion sur l'organisation du pouvoir, la liberté du commerce et cette question du rapport à l'ailleurs. Il est lointain. Alors, parmi ces drogues, bien sûr, on peut compter des produits exotiques bien connus, comme le café et le chocolat. Vous savez bien que c'est au moment où ils arrivent massivement en Europe, et qui ont d'abord été perçus pour leurs vertus médicinales. Mais une des plus intéressantes et importantes, c'est l'opium. En 1660, dit Emma Sparry, on estime, en tout cas Emma Sparry, on consommait en France plus d'opium que de café. Et alors bien sûr, l'opium était connu depuis longtemps en Europe, parce qu'il entrait justement, je l'ai dit, dans la composition de la thériaque, mais en même temps, il est toujours resté associé justement à l'exotisme. Au lointain, il n'a jamais été domestiqué. De plus, l'approvisionnement se faisait par l'Empire ottoman. Il n'était donc pas contrôlé par le commerce colonial, à la différence, par exemple, d'un produit comme le quinquina rapporté par les jésuites du Pérou. Donc c'est toujours considéré comme un produit exotique dont la distribution est essentiellement faite par les empiriques et les opérateurs et les charlatans. Mais ces vertus thérapeutiques elles-mêmes faisaient l'objet de nombreuses interrogations, et même d'expériences. Et un cas très intéressant, c'est le cas, vous avez aussi la référence de l'article d'Emma Sparry, mais c'est le cas de Moïse Charras, qui était un apothicaire protestant, connu pour avoir été le premier à proposer que les apothicaires parisiens fabriquent publiquement la thériaque, de manière à, au fond, selon une recette commune, ce qui était une manière de se différencier des charlatans, puisque les charlatans, ils avaient des recettes secrètes, donc d'avoir une recette publique, commune, et pour cela, il publia une pharmacopée royale galénique et chimique, ainsi qu'un ouvrage d'expérience sur les vipères, toujours elle. Dans les années 1680, Charras voyage en Europe pour échapper aux persécutions religieuses, je vous ai dit qu'il était protestant, mais après sa conversion forcée au catholicisme en 1689, il revient en France, retrouve un poste au Jardin du Roi et est élu à l'Académie des sciences. Et il se lance alors dans des expériences sur l'opium, sur les vertus de l'opium, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait des expériences sur lui-même. Alors, attention aux anachronismes, Moïse Charras n'est pas Henri Michaud expérimentant les effets de la mescaline et de la connaissance par les gouffres. Non, au XVIIe siècle, l'opium est consommé et étudié véritablement pour ses vertus thérapeutiques. Malade, Charras se soigne en prenant chaque jour un grain d'extrait d'opium, il note tout ce qui lui arrive et il soumet
à l'Académie des sciences un rapport précis, écrit, intitulé, je cite, « Sincère récit des effets extraordinaires que l'extrait d'opium vient de produire sur moi ». Ce rapport, il le présente à l'Académie des sciences en 1696, 2 ans avant sa mort, et c'est un exemple très intéressant d'auto-expérimentation à portée scientifique. Il s'agit de s'appuyer sur l'expérience pratique et l'observation pour comprendre les effets thérapeutiques d'une drogue, ces effets pour lutter contre la douleur sans affecter la conscience ni la digestion. C'était ça l'enjeu à mesurer. Mais évidemment, c'est là que c'est compliqué, parce que cette expérience et le compte-rendu à l'Académie des sciences, ça participe aussi d'une opération qu'on pourrait appeler commerciale, puisque Charras lui-même est apothicaire. Il s'agit aussi, d'une certaine manière, de rassurer les consommateurs, et notamment les acheteurs de thériaque, sur les effets de l'opium. Et d'ailleurs, plusieurs médecins de l'époque se montrent extrêmement critiques par rapport à la démarche de Charras, qui leur apparaît, au fond, être une sorte de mélange des genres tout à fait douteux, puisque cette façon d'expérimenter un remède en faisant de son propre corps le témoin de ses bienfaits et de l'absence de danger, eh bien, c'était le registre par excellence des opérateurs, des charlatans. Qui est-ce qui faisait ça? De dire, regardez, je m'empoisonne, hop, je prends mon remède, regardez comme il fonctionne bien. C'était vraiment le truc typique des opérateurs. Donc, les médecins sont embarrassés parce qu'ils ne remettent pas en cause la sincérité de Charras, même si, et donc personne ne l'accuse d'avoir recours à des supercheries comme certains charlatans, mais il était assez clair que ce mélange de recherche scientifique, d'expérimentation théâtrale sur son propre corps et de publicité commerciale pour l'opium n'était pas du goût de tous. Elle montre en tout cas, et c'est ce qui nous intéresse, nous ici, évidemment, c'est comment, autour de la notion d'expérience empirique, les frontières pouvaient apparaître très floues entre le monde des opérateurs et des empiriques d'une part, et celui de la médecine savante et officielle, l'Académie des sciences de l'autre. Et évidemment, au cœur de cette difficulté, la question du public était essentielle. Dans son rapport à l'Académie des sciences, Charras se flattait de publier ses observations, alors qu'à l'inverse, la vente de remèdes comme l'Orvietan reposait sur la possession de recettes gardées secrètes. Dans tous les cas, c'était au public de juger, et pour le mettre en état de le faire, 2 principes entraient en concurrence, la transparence d'une technique partagée, ou au contraire, le mystère d'un remède d'autant plus efficace qu'il n'était connu, ou prétendument connu, que de quelques initiés. Au début du XVIIIe siècle, les apothicaires parisiens s'organisèrent pour faire de la préparation de la thériaque un événement public et spectaculaire qui attirait du monde de façon à contrer les charlatans avec leurs propres armes en quelque sorte, c'est-à-dire le spectacle public, tout en affirmant la supériorité de leurs compétences sur des compositions douteuses qui gardaient mauvaise réputation. Mais les effets de l'opium restaient néanmoins mal maîtrisés et incertains, et certains chimistes, par exemple, cherchèrent à créer des concurrents, ce qui bien qu'autour de ce produit exotique, aux effets à la fois puissants et troubles, eh bien, les différents acteurs de la médecine rivalisaient. J'ai commencé cette séance en m'interrogeant sur l'ambiguïté de la figure du charlatan. Est-ce un marchand ou est-ce un comédien? Et nous nous retrouvons face à une autre incertitude qui concerne cette fois le rapport entre la liberté commerciale et la régulation des commerces médicaux, entre la publicité des remèdes secrets et le spectacle du savoir public. Davantage que proprement savantes, les dynamiques à l'œuvre étaient bien économiques. Or, cette question du marché, de ces dynamiques, a été, j'y avais fait allusion, ces dernières décennies au cœur des débats historiographiques sur l'histoire de la médecine à l'époque moderne. Longtemps, les historiens se sont concentrés sur la médecine savante, les grandes institutions, le tournant vers l'histoire sociale de la pratique médicale s'est accompagné à partir des années 1980, et notamment en Angleterre, d'une insistance sur l'existence d'un véritable marché de la médecine avant la régulation contemporaine
le monde du soin thérapeutique aurait été un grand marché libre où les charlatans, les quacks, avaient libre cours. Cette approche a exercé une grande influence, elle a beaucoup contribué à renouveler les études sur le monde médical d'Ancien Régime. Dans l'historiographie anglophone, notamment, en particulier après les travaux de Roy Porter, la notion de medical marketplace est devenue omniprésente. Elle a été toutefois remise en cause ces dernières années, enfin plus récemment, disons, dès la fin des années 90. D'abord, la question de sa généralisation hors de l'Angleterre a été contestée. En France, par exemple, l'organisation corporative des différents métiers de soins restait importante. Il faudrait se méfier de ne pas projeter sur les XVIe et XVIIe siècles les mécanismes de la révolution de la consommation qui sont surtout observables au XVIIIe siècle. Colin Jones et Lawrence Brockleys ont donc proposé plutôt un modèle opposant un monde officiel, celui des universités et des corporations, et ce qu'ils appellent la zone de pénombre, où l'on retrouve les guérisseurs, les empiriques et les opérateurs. En Italie, j'y ai déjà fait allusion à plusieurs reprises, les institutions d'organisation de la médecine étaient nombreuses, puissantes, en particulier dans les villes, et les charlatans étaient soumis à un système d'autorisation et de licence. David Gentilcore a fait une base de données où il a répertorié plus de 1500 licences permettant de vendre des médicaments accordés à 1 millier de charlatans différents. En Angleterre même, les contrôles étaient bien plus nombreux, notamment sur les marchés urbains, que ce qu'on avait pu en dire, et notamment le Royal College of Physicians, une sorte d'académie de médecine, si vous voulez, fondée dès le XVIe siècle, exerçait une autorité non négligeable, si bien que l'avis des spécialistes actuels, notamment Mark Jenner et Patrick Wallis, est plutôt de nuancer cette idée d'un marché de la médecine non régulé avant la période, avant le XIXe siècle. Enfin, sur le principe consistant à observer les rapports entre patients et soignants sous l'angle du marché, du contrat et de la consommation, eh bien, ce principe a été aussi révisé car il néglige les autres dimensions du soin, notamment la charité, l'entraide locale ou familiale, le rôle des institutions religieuses qui étaient responsables d'une partie importante de la médecine. Cela posé, il reste bien entendu que la dimension commerciale est importante et qu'elle l'est de plus en plus au cours du XVIIIe siècle, mais ce que révèle en particulier l'attention portée à la médecine empirique et aux vendeurs de drogues et de remèdes, c'est le flou qui entoure ces activités, la porosité des frontières, la difficulté à tracer des démarcations nettes. Alors, j'avais prévu de vous parler, pour finir, d'un autre exemple de ces frontières floues et de ces incertitudes, en me déplaçant cette fois de Paris vers Venise au début du XVIIIe siècle. Mais je vais garder ça pour la semaine prochaine, puisque de toute façon, je compte continuer cette question, vous l'avez compris, des remèdes secrets plutôt sur le XVIIIe siècle, et simplement en insistant sur cet exemple, et on le verra la semaine prochaine, montre le brouillage complet de l'opposition entre le monde officiel de la médecine et des corporations, ce qui a une conséquence, c'est que du coup, les charlatans ne sont pas un monde homogène et séparé du monde de la médecine officielle, mais le charlatanisme, et le terme charlatan est d'abord une accusation portée en général par une opération de disqualification par des institutions médicales ou par les concurrents de pratiques qui leur déplaisent ou parfois, accordons-le ce crédit, qu'ils jugent dangereuses. Et c'est au cours du XVIIIe siècle et surtout dans la deuxième moitié du siècle, en tout cas en France, que la question des remèdes secrets va faire l'objet d'une entreprise de remise en cause et de régulation, mais qu'il faut peut-être en réalité nuancer. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine.